Bonsoir madame, mademoiselles et messieurs, bienvenue dans les 19h sur Kanakin Télévision. Ouvrons cette édition par cette nouvelle. 50 enfants déplacés de guerre à l'est de la République démocratique du Congo ont été reçus par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ils sont venus à Kinshasa pour plaider auprès des autorités congolaises en faveur du retour de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Images et commentaires, Gilles Boulembi. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, était présent ce mardi 3 décembre au palais présidentiel du Mont-Ngalema à Kinshasa, accompagné de la première dame et de la première ministre Judith Suminwa. Ils ont accueilli 50 enfants déplacés en raison des conflits issus de la province du Nord Kivu. Ces enfants originaires des territoires de Rutshuru, Masisi et Nirangongo sont arrivés à Kinshasa dimanche dernier pour plaider auprès des autorités congolaises en faveur du rétablissement de la paix dans leur région d'origine. Nous sollicitons un engagement concret et soutenu de la part des autorités congolaises, des partenaires internationaux et de tous les parties prenantes pour que les familles déplacées retrouvent leur dignité, l'espoir, la paix et un avenir meilleur. Le mardi passé, ils ont participé à divers ateliers éducatifs organisés par le Fonds national de réparation des victimes de violences sexuelles liées au conflit et des victimes de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Et puis le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a rehaussé de sa présence à la première édition de la conférence des femmes d'exception. C'était à l'hôtel Fleuve Congo de Kinshasa. Suivait. Les femmes d'exception de la République démocratique du Congo, une plateforme des femmes inspirantes unies dans le but de créer un changement positif et durable, mais surtout une association des femmes qui croient dur comme fer que chaque femme a le droit d'être valorisée, éduquée et émancipée afin qu'elle soit en mesure de réaliser ses rêves. À travers la première édition de la conférence dite « Rencontre d'exception », ces femmes venues de plusieurs horizons vont échanger et débattre sur les questions majeures se rapportant aux droits des femmes, à l'émergence d'un leadership féminin inspirant et modèle. Gouvernance inclusive, thème choisi pour cette rencontre de haut niveau, renvoie à un système où les femmes participent activement et équitablement au processus de prise de décision dans les sphères politiques, économiques et sociales du pays. Présidente de FEDEC et initiatrice de ces assises, Madame Lydie Omanga circonscrit l'événement du jour. Faire en sorte que vos garçons soient des masculins positifs, que vos filles puissent avoir la niaque pour pouvoir affronter les choses et ne pas se laisser faire. Mon père a été la première personne et le premier homme de ma vie qui m'a montré la voie et qui m'a fait confiance. Et aujourd'hui, je donne ces exemples parce que je veux dire aux hommes qui sont ici, ce masculin positif que nous avons, cet exemple qui est là, mais faites-en autant. Soyez des masculins positifs. Champion de la masculinité positive, désigné par ses pairs africains, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a voulu honorer ces femmes d'exception en sa qualité de parrain originel de cette plateforme qui cadre avec sa vision de promouvoir l'égalité du genre dans toutes les institutions du pays. J'ai eu le privilège de recevoir une délégation de femmes congolaises leaders. C'est avec admiration que je les ai désignées comme des femmes d'exception en reconnaissance de leur parcours inspirant. La gouvernance inclusive est pour moi bien plus qu'un concept. C'est une vision d'un leadership qui intègre toutes les composantes de notre société dans le processus décisionnel. Et en politique, la mission d'information du Parlement panafricain a initié les consultations avec les acteurs politiques de la République démocratique du Congo et les activités de la société civile. Plus de détails de cet élément rendu par Jules Boulembi. Suivez.
Arrivé à Kinshasa le week-end dernier de la mission d'information du Parlement panafricain, conduite par le vice-président de la Commission de la coopération des relations internationales et du règlement des conflits, Timéléon Bakwa, a initié ce mardi 3 décembre 2024 une série de consultations avec les acteurs politiques congolais et les activistes de la société civile dans le but de recueillir les informations fiables sur la précarité de la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de la RDC, due à la guerre d'agression lui imposée par le Rwanda, a envie de permettre aux deux chambres du Parlement congolais et au pape de saisir l'Union africaine sur base des recommandations qui seront formulées par cette délégation à l'issue de sa mission de formation. Le premier à être reçu, ce sont les députés nationaux membres de la Commission Défense et Sécurité, ainsi que ceux de Relations extérieures. Les échanges se sont déroulés à huis clos. Occasion pour le professeur Berthold Ulungu, président de la Commission Relations extérieures et Affaires étrangères, de dévoiler la quintessence de ces entretiens. La Libye utilisée par le Rwanda et ses supplétifs consiste à penser, faire croire aux gens qu'il y a le FDLR qui sont République démocratique du Congo prêts à nuire aux intérêts du Rwanda. Nous devons balayer cet alibi, d'autant plus que la République démocratique du Congo n'a aucun intérêt sur le sol rwandais. Et donc, cet alibi ne veut pas. Après avoir échangé avec les députés nationaux, les membres de la mission de formation du Parlement panafricain se sont entretenus avec les sénateurs membres de la Commission Défense et Sécurité et ceux des relations extérieures de la Chambre haute du Parlement congolais. Rien n'a filtré de ces échanges. Signalons que cette mission de formation du Parlement panafricain prévoit d'échanger ce mercredi 4 décembre avec l'opposition et la majorité parlementaire, représentée respectivement par Christian Mwando et André Mbata, avant de rencontrer le cardinal. Restons toujours aux institutions de la République. Le projet du budget 2025 a été examiné en seconde lecture et envoyé à la commission ECOFIN de la Chambre haute du Parlement pour un autre examen approfondi. C'est l'essentiel de la plénière du mardi 3 décembre au Sénat. Encore une fois à Gilles Boulembe. Après son adoption à l'Assemblée nationale, le projet de loi de finances 2025 a été examiné au Sénat ce mardi 3 décembre 2024. C'était au cours d'une plénière présidée par l'honorable Jean-Michel Samaloukonde, président de cette institution. Ce projet de loi de finances de l'exercice 2025 est présenté en équilibre en recettes et en dépenses à hauteur de 49 846,8, soit un accroissement de 21,6% par rapport au budget de l'exercice 2024, chiffré à 45 376,9 de francs congolais. Au nom de la Première ministre, chef du gouvernement, le ministre d'État en charge du budget a présenté l'économie de ces projets de loi aux sages du pays. Selon Aimé Bodji Sangara, ces projets de loi de finances 2025, soumis en seconde lecture à la Chambre haute du Parlement, est assis sur quelques indicateurs macroéconomiques. Il s'agit notamment du taux de croissance du PIB qui s'élève à 5,7%, les taux d'inflation moyen de 10,3%, taux d'inflation fin période 9,2%, taux d'échange moyen 2,954,4 francs congolais. Ce projet de loi de finances s'aligne sur la lettre d'orientation budgétaire de la Première ministre pour s'assurer qu'il traduit fidèlement les programmes d'action du gouvernement en vue de la matérialisation de la vision du président de la République. Il a été élaboré en tenant compte de la perspective après la conclusion au mois de juin dernier du premier programme FEC, Facilité élargie du crédit, et de la conclusion du deuxième programme triennal avec le Fonds monétaire international. Bref, l'alignement de l'esprit du budget sur la traduction opérationnelle de 6 engagements pris par le chef de l'État vis-à-vis du peuple. Après les réponses du ministre d'État Aimé Bodji Sangara, le test a été confié à la commission ECOFIN qui dispose de 6 jours pour l'examiner en profondeur et l'améliorer. Et sachez qu'au Conseil économique, la clôture de la session d'octobre a eu lieu le lundi 2 décembre pour le président de cette institution, Jean-Pierre Kiwakana. La présente session était très laborieuse en termes de production. Marambongo CNC reportage. Au nom du bureau, je tiens à vous féliciter pour le travail exceptionnel que vous avez accompli durant la présente session. Et cela malgré plusieurs contraintes. Votre assiduité, notre détermination et notre engagement sans faille aussi bien dans les commissions que durant les 14 séances plénières ont été essentiels pour atteindre les objectifs
que nous nous étions fixés à travers notre feuille de route de la session, a expliqué Jean-Pierre Kiwakana, le président du Conseil économique social, lors de la clôture de cette session. Durant cette session, le Conseil économique et social a pris part à la 4e table ronde UCSA CES de Chine. En effet, l'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires d'Afrique, UCA, et le Conseil économique et social de la République démocratique du Congo ont organisé le 8 novembre 2024 à Shanghai la 4e table ronde UCSA CES de Chine sur le thème coopération gagnant-gagnant pour promouvoir ensemble la modernisation de la Chine et de l'Afrique. Au titre d'arriéré d'avril 2024, nous avons finalisé et adopté les avis ci-après. La nécessité de la mise en place des mécanismes durables de lutte anti-érosive en RDC par la Commission SIAT. La promotion des énergies renouvelables en RDC. Solution idéale pour une transition énergétique juste. Commission CERNAT. Pour conclure, il faut rappeler qu'à ce qui nous est peut-être le plus cher en ce moment en République démocratique du Congo, la paix, encore la paix et toujours la paix. Pour paraphraser son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, sans la paix, pas de progrès possible. Et sans progrès, pas de paix possible. Oui à la paix à un prix. Tous les Congolais, nous devons continuer à assumer les épreuves de feu de notre pèlerinage vers la paix. C'est au bout de tous les actes héroïques pour la paix que nous goûterons les fruits du courage, du sacrifice et de notre conscience de Congolais unis et solidaires, a clôturé Jean-Pierre Kiwakana. Et à santé, le ministre de la Santé, le docteur Roger Kamba, a reçu les relais communautaires pour présenter un nouveau processus de professionnalisation des relais communautaires agents de santé communautaire et une institutionnalisation de la ASACO. Plus de détails dans cet élément. Il a été développé un document de modalités de professionnalisation des RECO et ACS, profil, paquet formation, radio-digitalisation, rémunération et institutionnalisation de la santé communautaire élaborée, ainsi qu'une feuille de route budgétisée de l'institutionnalisation de la santé communautaire en RDC. Aujourd'hui, nous avons eu une très grande réunion avec son Excellence et plusieurs parties prenantes et bien sûr le directeur général de la DEGOX sur la santé communautaire. Vous savez vous-même qu'aujourd'hui, son Excellence a décidé de faire de la santé communautaire comme le premier maillon du système de santé ici en RDC. Et donc, nous devions avoir une bonne réunion où nous nous présentions comment, quels étaient les acquis et qu'est-ce que nous comptions faire pour la mise en œuvre justement de cette santé communautaire en RDC, comme étant le premier maillon du système de santé de la RDC. Il a été présenté également une feuille de route pour la digitalisation de la santé communautaire, tout pour faire des relais communautaires le premier maillon de la santé communautaire en République démocratique du Congo. Retenez que depuis 2020, les équipes de Médecins sans frontières ont mis au point les guichets uniques pour prévenir la transmission du VIH-Sida de la mère à l'enfant. Les enfants de ces modèles des soins de santé ont été expliqués aux journalistes de la presse locale à l'occasion de la Journée mondiale de la lutte contre le sida édition en 2020. Clavier Yaladia pour nous en dire plus. Médecins sans frontières, MSF, plaide pour l'intégration du guichet unique PTME dans le plan de financement et la stratégie nationale de lutte contre le VIH-Sida en RDC. Requête adressée au gouvernement de la République lors de la Journée mondiale de lutte contre le sida édition 2024. Les guichets uniques PTME s'avèrent un modèle de prévention efficace pour réduire sensiblement ou éradiquer la transmission de l'infection de la mère à l'enfant. Cette approche permet que les femmes VIH positives soient suivies et donner naissance à des enfants VIH négatifs. Les résultats qu'on a eu, on a vu jusqu'à 95% des enfants nés de ces femmes VIH positives étaient négatifs. C'est vraiment un modèle qui peut permettre le pays à éliminer la transmission du VIH de la mère à l'enfant. Ce modèle ne coûte pas grand-chose. Elle constitue à réorganiser ce qui existe déjà au niveau de structures à un endroit, on peut dire à un box de consultation où tout s'est fait à cet endroit-là. Développé en 2020 grâce
à l'expertise des équipes de Médecins sans frontières ces modèles de soins recommandés par l'Organisation mondiale de la santé OMS constituent une véritable panacée qui permet à une femme porteuse du virus de donner naissance à un enfant sans VIH-Sida. En dépit de quelques défis à relever, les témoignages de plusieurs femmes séropositives attestent l'efficacité de cette composante essentielle. Ce modèle consiste à d'abord conseiller les femmes enceintes qui viennent en consultation prénatale pour la santé de la reproduction. La date du 3 décembre de chaque année est consacrée à la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. Vous avez corrigé ensemble avec nous, il s'agit plutôt de l'édition 2024 et non édition 2020. Poursuivons ce journal avec cette nouvelle. La division semble gagner du terrain dans les actions des membres du banc syndical de l'enseignement supérieur et universitaire. Quelles conséquences qui pourraient découler de cette décision syndicale? Tentative de réponse dans ce papier de réflexion réalisé par la rédaction de Canal King Télévision. Le démon de la division se faufile déjà dans les associations et syndicats de l'enseignement supérieur et universitaire, en lieu et place de continuer à faire bloc face au gouvernement pour obtenir des résultats probants quant à l'amélioration des conditions sociales du personnel de l'enseignement supérieur et universitaire. Certains leaders syndicaux s'illustrent en cavaliers solitaires et architectes de la désunion. Comment le banc syndical sera capable d'arracher des victoires éclatantes devant un gouvernement qui tarde à respecter ses engagements? Cette question répondante sur les lèvres des personnes averties en matière de l'éducation nationale, écœurées par la division qui range à pas de géant les corporations syndicales de ces secteurs considérés comme moteurs de développement, fer de lance syndical de l'enseignement supérieur et universitaire, l'APUKIN, le RAPULCO, le collectif des ACS, le SINCAS, l'intersyndical et le SINACAS sont exhortés à mener une lutte commune afin de crédibiliser et de tonifier leurs actions. Avec cette tempête de division, les observateurs avertis présagent l'échec de la grève générale prévue à partir du 9 décembre 2024 dans tous les établissements publics de l'enseignement supérieur et universitaire. Dans le même registre, l'Université des Plateaux de Batéké, située dans la commune de Maluku, a clôturé l'année académique 2023-2024 par une cérémonie de collation des grades académiques. Naomi Mbenza. La double cérémonie des collations de grades académiques et des clôtures de l'année académique 2023-2024 a été organisée le samedi 30 novembre 2024 à l'Université de Plateau de Batéké, située dans la commune de Maluku, en présence du promoteur de l'UPB, Papi Mpia Nanzambu, accompagné de son épouse, du corps professoral, le membre du conseil d'administration de l'UPB, de membres de famille de lauréats. La somptueuse cérémonie a connu plusieurs temps forts, à savoir les mots de circonstance et la cérémonie de remise des diplômes. Absent à cette cérémonie, les recteurs de l'Université des Plateaux de Batéké, Godin Poi, s'est dit satisfait de la clôture de l'année académique 2023-2024 pour le promoteur de cet établissement d'enseignement supérieur, Papi Mpia Nanzambu, a utilisé de mots justes pour féliciter et exhorter les lauréats à défendre l'image de marque de leur alma mater dans le milieu professionnel. À leur tour, les lauréats ont mis en relief la formation des qualités reçue à l'Université des Plateaux de Batéké. Beaucoup l'ignorent qu'ici à l'UPB, il n'y a pas une bonne formation. Mais nous sommes le fruit de cette structure éducative. Voilà pourquoi nous lançons un appel aux parents de ne pas hésiter à envoyer les enfants ici à l'UPB et ils ne seront pas L'Université des Plateaux de Batéké lance sur les marchés de l'emploi plusieurs lauréats dans différentes filières, entre autres les sciences infirmières, droit, les sciences économiques et tant d'autres. Et la cérémonie s'est clôturée dans une ambiance festive.
Parlons infrastructure dans ce journal. Dans la commune de Kasavubu, où les travaux de réhabilitation de l'avenue Lopori dans son tronçon compris entre les avenues Kasavubu et Éthiopie sont à l'arrêt. Cet arrêt a été occasionné par la panne des engins commis à l'exécution des travaux. Plus de détails, plus de précisions dans cet élément que nous propose Naomi Imbenza. Bout, ni des poules, eau stagnante, c'est l'image méconnaissable de l'avenue Lopori dans son tronçon compris entre l'avenue Kasavubu et Éthiopie dans la commune de Kasavubu, où le coup d'envoi relatif aux travaux de réhabilitation a été donné par une entreprise de la place il y a quelques jours, avant l'arrêt inopiné de ces travaux posés par l'État d'impraticabilité de la dite avenue, occasionnant sans réserve le non-fonctionnement des engins et outils d'entretien disposés pour assurer l'exécution de ces travaux. L'engagement ferme du gouvernement provincial de Kinshasa pour la reprise et la matérialisation de cet éventuel projet noble permettra, dans un bref délai, à l'avenue Lopori, dans la commune de Kasavubu, de revêtir de sa plus belle robe datant, souhait ardent, formulé à cœur ouvert par les habitants du quartier anciens combattants où se trouve l'avenue Lopori, signalant à cet effet que la réhabilitation totale de cette avenue s'inscrit dans le projet Kin Ezobonga lancé récemment par l'hôtel de ville de Kinshasa. Et puis la route Kindele dans la commune de Mongafula va revêtir bientôt sa plus belle robe. Le directeur général de l'OVD, Victor Tumba, est descendu le mardi 3 décembre sur la dite route en vue de palper du doigt l'exécution des travaux qui viennent juste de démarrer dans ces quartiers et situés dans la ville-province de Kinshasa. Un reçu de Lydie Loufuladio. Il n'arrête pas de voler au secours de la population congolaise en général et quinoise en particulier. Le DG Victor Tumba a effectué une descente sur la route Kindele en vue de procéder à un éventuel constat de travaux entrepris par l'entreprise chinoise Zhengwei en collaboration avec l'OVD. En effet, sur le plan technique, les tronçons compris entre bypass et triangle sera complètement réhabilité. Le numéro 1 de l'OVD Tumba Victor, accompagné du DPK Chimbalanga Alain, du bourgmestre de Mongafula Séverin Lumbu, a fait quelques observations pratiques à l'entreprise Zhengwei, en mettant plus un accent sur les travaux d'assainissement des ouvrages d'art. Nous sommes ici au niveau du triangle, mais le projet concerne l'ensemble de la route Kindele. Mais le point faible, c'est le triangle. C'est là où nous avons voulu commencer les travaux. Nous avons un grand problème ici, c'est le problème d'assainissement et le problème d'éclairage. Comme vous le voyez, l'eau stagne, vous avez entendu la population se plaindre quand il pleut, l'eau arrive même à 1 mètre au niveau des tables. Et c'est comme ça que nous avons résolu de commencer les travaux ici. Avec l'entreprise, nous avons pris la décision de s'y relever les ponts. Le bourgmestre de la commune de Mongafula a interpellé la population d'éviter des actes de vandalisme après la réception de cette route en cours d'exécution. Aussitôt appelé, notre DG a répondu à l'appel et voici maintenant, cela est en train de se matérialiser. Et nous, en tant qu'autorité municipale, nous nous mettons au service de la population pour qu'une solution définitive soit prise une fois pour toutes. Une dame du quartier a aussi exprimé ses sentiments quant à ce. Un bon sport avant un déboucler ce journal. La 26e édition de la Cannes Handball Senior Dame poursuit son bonhomme de chemin. La RDC s'est inclinée hier, mardi 3 décembre, devant les Angolaises dans le cadre de la 5e journée, mais reste tout de même qualifiée pour les quarts de finale. Suivez dans cet élément le résumé de la 5e journée. Il fallait à tout prix pour les Sili de la Guinée débattre la modeste formation ougandaise pour aller titiller les Aigles du Carthage pour une probable 4e place du groupe B.
Tambour battant, les pouliches du coach Thierry Vincent maîtrisent son sujet plus compact et bien en place. La Guinée prend l'avantage 22-11 à la pause. C'est grâce à Sakon Kadiatou et Fofana Mizata Nami, auteurs des 4 buts chacune. La deuxième mi-temps voit les Sili dérouler pour terminer en beauté cette affiche sur la note de 48-22. Kamara Selematou, 1m60, 55 kg, sociétaire de Boumedèche en Algérie, élu MVP du match. La dernière rencontre entre les deux nations date des mois de mars de l'année en cours au tournoi féminin de handball Jeux africains à Accra. Les Perles d'Angola ont pris les dessus en finale face à la RDC 15-33. À la dernière CAN sénégalaise, 35-22 pour les Palancash Négash. C'est mardi 3 décembre, l'Angola a démontré toute sa grandeur. En mode XXL, Marado, Julian Rossé, Paulo Elena Gilda Simao et l'emblématique Almeida Albertina Dacruz ont pris l'ascendant sur la RDC qui manquait des repères. Déjà à la pause, les Palancash Négas filent avec 21-9. À la reprise, Carlos Viverza, l'espagnol coach de l'Angola, effectue un turnover, mais les Angolais enchaînent le contre pour alourdir l'écart. 15-40, le score final. L'Angola effectue un parcours sans faute dans son groupe. Albertine Almeida Alexandra Dacruz élu MVP du match. Avec 6 points à son compteur déjà qualifié, l'Égypte était en face du Cap-Vert avec 2 points qui jouaient aussi son match des qualifs dans un duel à distance contre l'Algérie. Le déformation commençait à cette opposition. À la pause, l'Égypte a pris l'avantage 16-11 avec 3 buts de Mariam Ibrahim Omar élu meilleure marqueuse lors de la dernière CAN sénégalaise. La deuxième période voit les Cap-Verts remonter grâce à Carvalho Jojona. Mais finalement, l'Égypte, très fort, fait les breaks 24-27. L'essor du Cap-Vert se trouvant désormais entre les mains de l'Algérie. Omar Ibrahim Mariam de l'Égypte élu des best players du match. Congo-Brazzaville-Sénégal, 2 demi-finalistes de la dernière CAN sénégalaise s'affrontaient pour leur dernier match du groupe B, bien que les 2 déjà qualifiés pour les quarts. Cette opposition valait son pesant d'or pour le leadership du groupe. Le Sénégal, avec Dapina Raïssa, fait un très mauvais début permettant ainsi au Congo-Brazzaville de prendre de l'ascendant et de mener à la pause 13-8. Au retour, le Congo-Brazzaville enchaîne et étale une de ses meilleures parties pour terminer en tête de l'affiche 25-17 ans. Diagoura Gafanta, 24 ans, 1m75, ancienne de Dijon, Noisy-le-Grand et actuel solitaire de Celles-sur-Belle en France, désigné par les jurys comme le MVP de la rencontre. Retenez également que les stades de Martyrs de la Pentecôte a servi de cadre pour les matchs de paix entre les All-Stars de la République démocratique du Congo et la Variété Club de France. Plusieurs personnalités du monde sportif ont pris part à cette rencontre, y compris le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Images et commentaires. Du football de la RDC et le président de la République qui se couche sur cette balle. Félix Tshisekedi, gardien de but, c'était connu de beaucoup, mais peu sont ceux qui avaient pu voir le président de la République dans les cages au cours d'un match de football. C'était le mardi 3 décembre. Le stade des Martyrs a accueilli ce match pour la paix, une rencontre de football opposant Variété Club de France au All-Star de la République démocratique du Congo. Anciens footballeurs, footballeuses, musiciens, boxeurs et même humoristes ont tous mouillé le maillot pour dénoncer l'agression rwandaise dans l'est de la République démocratique du Congo. Le score du match 3-2 en faveur de la bande Adjedje Okocha et Diouf vaut pour du beurre. La symbolique aura été grande, très grande, quant à la 86e minute de jeu. Un jeu anecdotique fait son entrée. Lui, c'est Félix Tshisekedi, le président de la République en personne, qui, le temps d'un bout de match, a déterré son passé de gardien de but pour afficher sa solidarité envers ses compatriotes de la partie orientale. Pour la circonstance, le gardien Tshisekedi a été escorté sur le terrain par des enfants déplacés de la guerre du Nord Kivu, réunis grâce au Fonarev. Avant lui, Didier Boudimbo, le ministre des Sports, a également disputé quelques minutes. Ce match ponctué de moments d'émotion a été également l'occasion de diffuser sur les écrans du stade des Martyrs des messages. Ce message n'est pas seulement un événement sportif, mais un symbole de notre volonté collective de bâtir un avenir pacifique pour notre pays, a déclaré le ministre des Sports Didier Boudimbo. Après la rencontre, ce match a été le point d'orgue d'une manifestation dénommée
Kinshasa solidaire 2024, dédié à la jeunesse et à la paix. L'intégralité des recettes de ce match sera... Ainsi s'achève cette édition du mercredi 4 décembre 2024 sur Kanakin Télévision, une édition qui porte la signature de Norm Mbenza comme chef d'édition. Koparbola a assuré la réalisation de cette édition du journal. Freddy Takedi était à la prise de vue. Merci de nous faire confiance. Bonne soirée à toutes et à tous. Au revoir.